Le titre que j'ai donné à cette intervention, c'est « Traverser la sidération face à l'urgence écologique, une lecture écoféministe ». Et donc ce que je voudrais faire, c'est partir d'un constat personnel, mais je pense en fait relativement partagé, qui est celui d'une certaine sidération à laquelle nous confronte le choc des temporalités dans l'Anthropocène. Je pose l'hypothèse selon laquelle cette sidération explique en partie, en tout cas, l'attentisme dans lequel nous nous trouvons et l'incapacité qui est la nôtre à prendre des décisions qui soient en fait à la mesure des enjeux. Alors je commencerai par lister assez rapidement, parce que je crois que les deux journées de colloque, enfin la journée et demie de colloque qu'on a déjà eu, nous donne des éléments déjà nombreux pour percevoir en fait ce facteur un peu sidérant de l'urgence écologique. Mais bon voilà, j'en avais préparé 3, je vais les résumer un peu, je vais quand même vous les dire. Donc 3 éléments particulièrement sidérants en lien avec les temporalités de l'Anthropocène qui rentrent en conflit. Puis je voudrais ensuite, et c'est le cœur de mon propos, identifier quelques éléments de réponse formulés par les écoféministes face à ce phénomène. Un travail qui est un peu périlleux, disons, pour plusieurs raisons. D'une part parce que l'écoféminisme, comme vous le savez, n'est pas un courant unifié. Donc, Catherine Larère, dans le livre qu'elle y consacre, qu'elle a publié en automne dernier, en parle comme d'une unification en réseau dans laquelle la diversité se maintient. Donc c'est difficile d'avoir des affirmations générales par rapport à l'écoféminisme, ce que néanmoins je vais quand même essayer de faire, mais voilà, je vous dis, c'est un peu périlleux. Et puis, l'autre élément qui rend la démarche périlleuse, c'est que ce n'est pas d'abord un courant académique. Donc Catherine Larère, notamment, dans ce même ouvrage, définit l'écoféminisme selon, disons, de trois façons. D'abord comme un mouvement social ou un ensemble de mouvements sociaux qui associent les luttes féministes et écologiques. Ensuite, comme toute une série d'expériences sociales de rupture. Et puis, troisièmement, comme un ensemble d'analyses théoriques de la domination croisée des femmes et de la nature. Alors, l'exercice est encore plus périlleux parce que ici je vais donner voix aux analyses de ce qu'on appelle l'écoféminisme culturel, qui assume des références spiritualistes et qu'on distingue sans forcément les opposer, mais donc d'un écoféminisme plutôt social qui endosse des options matérialistes et donc je dirais plus académiquement correctes, quoi. Alors ce choix est délibéré parce qu'il me semble que c'est surtout les thèses développées dans ce champ de l'écoféminisme culturel qui font vraiment l'originalité et la spécificité de l'écoféminisme. Alors l'idée, c'est pas ici d'en faire l'apologie, évidemment, mais c'est pas non plus d'en faire la critique, qui est en fait quelque part un peu trop évidente ou trop facile dans le contexte philosophique occidental. Mon exposé prend plutôt la forme d'une invitation en fait, à nous laisser interpeller par certains choix philosophiques iconoclastes que l'on retrouve dans l'écoféminisme culturel, leur donner quelque part leur chance et voir en fait ce qu'ils recèlent, déceler leur potentiel pour sortir justement de cette sidération qui nous frappe. Alors la sidération, c'est un phénomène que les féministes, pas seulement écoféministes d'ailleurs, connaissent bien. Donc cette forme d'anesthésie psychique qui est fréquente chez les victimes d'agressions sexuelles et qui leur fait dire après coup « je n'ai même pas pu crier ». Le terme est repris fréquemment chez les écoféministes pour désigner cet état dans lequel nous nous trouvons face à la menace éco-apocalyptique qui nous fige dans un sentiment d'impuissance paralysante. On pourrait parler d'éco-sidération pour rajouter un néologisme à la longue liste des nouveaux mots qui sortent comme pour endiguer nos bouillonnements existentiels. Ne sommes-nous pas, effectivement, à des degrés divers, paralysés par le désastre auquel nous assistons? Et comment retrouver nos moyens? Comment passer de la tétanie à l'action et à la mise en mouvement? Comment rester ou se remettre debout? Il m'est apparu que quelque part, ces questions étaient en fait centrales dans la démarche écoféministe, dans une perspective que résume bien le titre d'un texte de Johanna Macy traduit dans l'anthologie Reclaim d'Émile Yache, « Comment agir avec le désespoir environnemental ». Alors donc, l'analyse transversale de la question de la temporalité dans l'Anthropocène que j'ai réalisée en amont de la rédaction de cet exposé m'a confronté à un triple constat menant à de la sidération, disons, et que je voudrais commencer par décliner, comme je vous l'ai annoncé, avant d'en redonner une relecture écoféministe.
Alors le premier est lié au passé et à la presque impossible articulation entre l'histoire cosmique et l'histoire humaine à laquelle nous sommes confrontés lorsque nous cherchons à articuler ces deux grands récits écologiques ayant pour vocation de renaturer l'humain et de nous ajuster au réel, celui de l'histoire longue du cosmos et de la Terre et le récit de l'Anthropocène. Donc ces deux récits qui racontent des histoires essentielles et qui quelque part reproduisent néanmoins en quelque sorte le grand partage moderne avec d'un côté une vision de la nature dont l'homme est absent ou à l'échelle de laquelle il est totalement insignifiant, si on se place à l'échelle vraiment de l'histoire du cosmos ou de la Terre. Et par ailleurs, au fond, un hyper-humanisme, en tout cas une vision de l'humain signifiant, puissant, force géologique, maître dévastateur d'une nature un peu malléable et influençable. Donc d'un côté, on a l'insignifiance et la déresponsabilisation. Au fond, nous ne sommes rien à l'échelle cosmique. Et de l'autre, une hyper-signifiance, une hyper-responsabilisation. Nous sommes radicalement importants et radicalement responsables des équilibres planétaires. Sidération. Un deuxième constat se joue non plus dans la confrontation entre des échelles passées, mais plutôt au présent. On parle bien d'urgence écologique, et c'est un euphémisme. La maison brûle, nous rappelle Greta Thunberg. La maison brûle, nous devrions nous mettre en état d'alerte sur le pont, branle-bas de combat, tous nos efforts intégralement déployés vers l'objectif ultime de permettre le maintien de l'habitabilité humaine sur Terre. C'est une urgence radicale, et c'est quelque part déjà trop tard. Alors, moi, lorsque j'update mes PowerPoint pour mettre encore et encore à jour les nouvelles données sur le franchissement des limites planétaires, 3 limites dépassées, 4, 5, 5,5, puis maintenant 6 sur 9, il m'arrive d'être prise de nausée. De quoi suis-je en train d'essayer de dresser le bilan? À quelle catastrophe absolue sommes-nous en train d'assister, impuissants et encore une fois sidérés? Et ce sentiment s'amplifie encore lorsqu'analyse philosophique à l'appui, on se rend compte que ce qui conviendrait de faire pour prendre le problème à bras-le-corps, éteindre l'incendie, c'est pas juste développer des innovations technologiques, juste changer nos comportements, juste recréer du lien social, juste développer d'autres modèles économiques, juste renouveler nos démocraties, juste sortir de l'anthropocentrisme, du colonialisme et du patriarcat, juste dépasser l'ontologie dualiste moderne, juste redécouvrir la valeur de la vie et du vivant, mais que ce sont en fait conjointement toutes ces transformations qu'il conviendrait de réaliser, car elles sont liées entre elles. Or, une transformation culturelle comme celle-là ne peut répondre à une logique de l'urgence. On ne change pas d'ontologie comme de chemise, donc ici encore, sidération. Il est déjà trop tard et pour changer, il nous faudrait du temps long, du temps profond, celui des métamorphoses dont parle Edgar Morin. Alors, troisième constat lié à la temporalité, et non des moindres, a trait au futur, ou plutôt à son absence. N'assistons-nous pas à un effondrement de l'avenir ? En tout cas, si on met de côté les délires transhumanistes et autres dystopies extraterrestres, le tableau de bord de l'Anthropocène nous place au bord d'un gouffre abyssal d'incertitudes, de bascules climatiques, d'effets cascades, d'augmentation des tensions géopolitiques sur les ressources. Et on peut se poser la question de savoir s'il y a encore aujourd'hui véritablement une utopie écologique. Quel penseur sérieux de l'écologie nous annonce un grand soir ou un grand matin, ou un grand matin, ou en tout cas des lendemains qui chantent. L'entrée dans l'Anthropocène semble plutôt signifier la fin d'une vision progressiste de l'avenir, que ce soit sous ses variantes libérales ou marxistes, marquée par l'espérance d'une vie meilleure demain. Nous attend plutôt, je cite Dominique Bourg, notre prophète, l'entrée dans un tunnel voué à se resserrer au fil des siècles à venir, ce qui résume assez bien notre rapport à l'avenir en 2024, je pense. Et si on peut parler de l'avenir dans le champ de l'écophilosophie, c'est plutôt sur le mode du souci et pas, comme le désigne Émile Yach, sur le mode moderne de l'épargne. Donc cette fermeture de l'avenir génère un malaise qui est d'autant plus difficile à manier pour nous qui sommes enseignants et pour certains d'entre nous parents, c'est-à-dire censés accompagner des jeunes au seuil de leur vie d'adulte dans l'élaboration d'une vision d'avenir. Alors il me semble qu'on peut trouver dans la nébuleuse écoféministe des éléments permettant de faire, en fait, avec ces constats accablants, sans tomber dans la désespérance, l'inaction et le cynisme qui nous guettent quand même toujours un peu. Les écoféministes partagent ces constats dramatiques auxquels nous confronte la pensée écologique, mais comme le dit Claudine Drion, alors que l'écologie au sens militant produit beaucoup de désespoir et d'impuissance, l'écoféminisme produit de la force, de la joie et du rassemblement. Et je m'emploierai dans cet exposé à esquisser en tout cas quelques pistes explicatives qui dévoilent en même temps l'originalité, mais aussi la force théorique de l'écoféminisme comme mouvement de pensée critique de la société occidentale qui met le doigt et qui ramène à la lumière les ombres ou l'arrière-cuisine de notre paradigme civilisationnel pour en faire en fait des leviers de transformation sociale.
Alors le premier élément qu'on retrouve et qui constitue un point de ralliement chez les écoféministes, je pense pouvoir affirmer ça, c'est qu'elles prennent la sidération et le désespoir, ainsi que l'immobilisme qu'ils entraînent, comme point de départ incontournable de toute pensée et action écologique. Donc il ne s'agit pas d'agir ou de penser malgré eux, mais avec eux. La tristesse, la colère, la peur, l'impuissance doivent être non seulement explicitées, mais elles doivent l'être collectivement, elles doivent être célébrées et politisées. Certaines manifestations écoféministes emblématiques du mouvement, comme le Women's Pentagon Action en 1980, qui est relaté par Émilie H. et Bénédicte Sitouni ou Ines Tracking, sont d'ailleurs connues pour leur mise en scène assez spectaculaire. Donc, c'est une procession de 2000 femmes qui défilent vers le Pentagone, accompagnées d'énormes poupées qui symbolisent le deuil, la colère, mais aussi l'empowerment et le défi, et puis la tristesse. Je ne l'ai pas dit, mais il y en a aussi une qui représente la tristesse. Alors on trouve chez Joanna Macy une explication très pertinente de l'intuition qui peut-être est sous-jacente à cette démarche. À travers la célébration et la ritualisation, l'expression collective de nos émotions paralysantes peut les transformer en capacité d'action. Je pense que c'est une hypothèse avec laquelle fonctionnent en fait les écoféministes. Il nous faut pour cela d'abord les reconnaître, nous y confronter, les dire collectivement, et cette démarche produit une sorte de compostage émotionnel, on pourrait dire, duquel émergent des forces sous-jacentes susceptibles de soutenir notre engagement écologique. Ainsi, nous dit Macy, notre capacité à souffrir pour la Terre prouve que nous avons en fait un lien avec elle. Elle dévoile notre amour pour le vivant. La colère dévoile une passion pour la justice, la peur crée l'appel d'air vers la confiance et le courage, l'impuissance et le vide ouvrent l'espace du renouveau. Donc cette importance accordée au vécu émotionnel comme vecteur de mobilisation écologique est un premier élément caractéristique de l'écoféminisme et qui contraste évidemment avec la grande tradition rationaliste occidentale qui accorde une importance secondaire, voire qui se méfie un peu de l'émotionnel associé à de la sensiblerie, c'est-à-dire en fait à un truc de bonne femme. Donc inversion du stigmate dont les féministes et les écoféministes ont le secret. Ce truc de bonne femme est essentiel. Nous ne pouvons littéralement pas faire sans. Nous avons bien raison d'avoir peur, affirment les manifestantes du Women's Pentagon Action. Alors un deuxième élément d'analyse de cette capacité de l'écoféminisme à agir avec le désespoir environnemental touche ici notre rapport au pouvoir. Les écoféministes développent une analyse des structures de pouvoir et de domination dont font conjointement les frais, les femmes et la nature, situées au fond du mauvais côté d'un cadre conceptuel dualiste forgé dans l'histoire longue de l'Occident, depuis le bassin grec jusqu'au monde chrétien puis moderne. Ce cadre dualiste génère un découpage de la réalité dans lequel une prévalence est accordée aux hommes, à la raison, à l'esprit et à la transcendance, une prévalence qui explique, justifie et maintient des relations de domination et de subordination à l'égard des femmes, de la nature, du corps sexué, de l'émotionnel et de l'immanence. Ce qui lie en fait fondamentalement les femmes et la nature, en tout cas selon les analyses de Karen Warren, c'est bien ce qu'elle nomme un cadre conceptuel oppressif qui les range au fond dans le même sac et qui constitue une des racines de ce modèle écocidaire marqué par la volonté de puissance, l'exploitation et l'esprit de conquête. Alors la conception du pouvoir qui lui est sous-jacente à ce cadre de conceptuel oppressif est désignée par les écoféministes comme un pouvoir sûr, qui est identifié à la domination, c'est-à-dire l'exercice d'une volonté d'une personne sur d'autres. La réponse des écoféministes à ces structures oppressives ne consiste pas à en revendiquer une part, en fait, de ce pouvoir sûr, qui voudrait d'une part égale d'une tarte cancérigène pourrie, nous dira Ines Tracking, et consiste pas non plus à vouloir le renverser au sens d'une volonté de prendre le pouvoir. Les outils du maître ne détruiront pas la maison du maître, nous rappelle Audre Lorde. Elle consiste plutôt à lui opposer un pouvoir, en fait, d'un genre différent, qui est enraciné dans une autre représentation du réel. Joanna Macy, par exemple, associe le pouvoir comme domination, le pouvoir sûr, à une vision de la réalité composée d'entités distinctes et séparées qui, en quelque sorte, se poussent les unes les autres. Le pouvoir est ici le garant d'une forme d'invulnérabilité. Pour être fort, pour ne pas être bousculé, des défenses, une armure et de la rigidité sont nécessaires afin de ne pas se laisser influencer ou changer. Dans la logique des systèmes vivants, qui est marquée par l'auto-organisation et dans laquelle Joanna Macy inscrit en fait son propos, cette conception-là est au fond dysfonctionnelle.
Le pouvoir, quand on analyse des systèmes vivants, est plutôt défini comme une capacité à effectuer des changements. C'est ce qu'elle appelle un pouvoir avec, qui fonctionne par synergie et pas selon une logique de domination, et qui opère plutôt à partir de la base, de manière en tout cas plus fiable à partir de la base que du haut vers le bas. Ce pouvoir avec est tout le contraire d'un bouclier contre la vulnérabilité. Il exige au contraire une ouverture, un cœur sans limite, nous dira Messi, qui rend vulnérable et qui dispose au changement tout en nous permettant une participation en fait plus vaste et plus libre à la vie. C'est cette même vulnérabilité qui, paradoxalement, nous renforce. Et ici, je cite Joanna Messi, « Si nous pouvons pleurer pour la douleur des autres, alors par la même occasion, par la même ouverture, nous pouvons trouver de la force dans leur force, nourrir nos propres réserves individuelles de courage, d'engagement et d'endurance. » Donc le pouvoir avec, à cet égard, nous encapacite. Il génère ce que les écoféministes appellent de l'empowerment. Starhawk nous parle pour sa part d'un autre type de pouvoir qu'il conviendrait de cultiver, lui aussi vecteur d'empowerment ou d'empuissancement, un pouvoir intérieur caractérisé par la capacité d'oser, de faire et de rêver, qu'elle nomme le pouvoir du dedans. Ce dernier, tantôt analysé au fond comme un élan de vie, renvoyant à nos capacités créatives et imaginatives encapacitantes, renvoie, chez Starhawk en tout cas, à ce que bien des cultures appellent esprit, ou en tout cas convoquent ce registre de la spiritualité. La vie, nous dit Starhawk, est mue par un pouvoir plus profond que celui de la bombe et du fusil, un pouvoir qui pourrait prévaloir si nous savions comment faire appel à lui. Donc ce pouvoir du dedans, il remplit chez Starhawk une double fonction de guérison, d'une part, et puis à travers des rituels de cohésion sociale, tout en favorisant une confiance dans des forces qui nous dépassent et auxquelles nous pouvons nous connecter. Ici je mets des guillemets. Nous ne croyons pas en la déesse, nous dit Starhawk, qui personnifie au féminin cette énergie immanente de la nature. Nous nous connectons à elle. Donc le pouvoir sûr et le pouvoir du dedans sont ainsi des formes d'empowerment qui sont favorisées par les écoféministes pour nous libérer du pouvoir sûr et nous réencapaciter face au désespoir suscité par le désastre écologique. Je regarde un peu où j'en suis, ça va encore. C'est bon. Oui. Alors, cette réflexion sur le pouvoir, et en particulier ce pouvoir du dedans, théorisé par Starhawk, nous plonge dans un champ spirituel qui fait l'originalité de l'écoféminisme culturel, mais qui explique également sa difficile acceptation par le monde académique, y compris féministe en fait. En affirmant comme le font les écoféministes, que le spirituel est politique, quelque part, on franchit une ligne Maginot tracée par la pensée des Lumières, en particulier dans le contexte francophone très à cheval sur la laïcité et portée par une vision du progrès comme libération de l'obscurantisme religieux. Un phénomène d'ailleurs très bien analysé par Jeanne Burgard-Goutal dans un article que je vous recommande qui s'appelle « L'écoféminisme en France, inquiétante étrangeté ». Or, nous signale Catherine Larère, condamner sans examen ces références spiritualistes ou religieuses comme nécessairement obscurantistes, voire essentialistes, je la cite ici, serait passée à côté d'une importante tentative pour articuler positivement les femmes et la nature sous le nom de reclaim. Alors j'aimerais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que je pense qu'il s'agit d'un troisième élément crucial permettant de comprendre le geste écoféministe capable de transformer le plomb de nos accablements et angoisses écosomatiques en or, c'est-à-dire en mobilisation, créativité et engagement politique. Alors comme je l'ai dit en introduction, on distingue habituellement un écoféminisme dit social, plutôt matérialiste, d'un écoféminisme culturel caractérisé par ses références au spirituel. Au sein de ce dernier, c'est surtout la spiritualité néo-païenne et son culte de la déesse pré-patriarcale qu'on associe généralement à l'écoféminisme culturel, et dont Carol Christ, Starhawk, mais aussi Émile Yache et plus près de chez nous Isabelle Stenger sont des porte-paroles. Mais la spiritualité écoféministe est en réalité plus large que cela. On en retrouve des formes plus métaphoriques chez Caroline Merchant, qui invoque la symbolique de la terre-mère caractéristique des visions organicistes du monde antérieur à la révolution scientifique, ou bien philosophique chez Val Plumwood avec son matérialisme animiste. Alors aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, on en trouve également des formes à l'intérieur des religions instituées qui sont loin en fait d'être marginales au sein du mouvement écoféministe. Vandana Shiva par exemple propose une relecture écoféministe des fondements métaphysiques de l'hindouisme, alors que Rosemary Radford-Rutter ou encore Yvonne Guevara, Marie-Judith Ress ou Sally McFaig élaborent un écoféminisme chrétien.
Alors ces relectures théologiques ou théalogiques dans certains cas peuvent être présentées comme des réponses à une certaine analyse des causes de la crise écologique. Donc Marc Hunyadi nous rappelait hier combien le mécanisme moderne avait peut-être des racines dans le nominalisme médiéval. Les écoféministes vont situer encore en amont du XIVe siècle les racines profondes, un peu dans le prolongement de la fameuse thèse de Lynn White qui avait incriminé les racines chrétiennes de la crise écologique. Les écoféministes pensent qu'il y a effectivement une racine théologique à la crise écologique dans la perspective de ce que Marc Hunyadi hier appelait finalement une écologie de l'esprit, dans notre système de croyances qui a généré la crise que nous connaissons. Alors bon, les différentes options éco-spirituelles au sein de l'écoféminisme creusent évidemment des divergences théoriques qui sont considérables, mais cette diversité en fait ouvre en pratique la voie de ce que Rosemary Radford-Rutter nomme un œcuménisme profond et dont on pourrait résumer les traits généraux comme suit. Donc le premier élément découle d'une critique des cadres théologiques transcendantalistes des monothéismes qui sont marqués par des visions du sacré comme extérieurs au monde créé, situés dans un au-delà ou un au-dessus du monde naturel, ce que Val Plumwood nomme du ciélisme. Alors, face à cette théologie transcendentaliste, mainstream, on va dire, les écoféministes vont mettre plutôt l'accent sur l'immanence. Le divin, ici je cite Rutter, est la matrice de l'énergie vitale qui est dans, à travers et sous toutes les choses, soutenant et renouvelant la vie. Selon les cadres religieux ou spirituels mobilisés, cet accent peut prendre des formes strictement immanentistes, comme ça va être le cas chez Starhawk ou chez Plumwood, ou plutôt panenthéiste, c'est-à-dire reconnaissant en fait une forme d'immanence dans la transcendance et de transcendance dans l'immanence. Ça va être l'option qu'on va retrouver chez Rutter principalement, et globalement dans le cadre de l'écoféminisme chrétien. Dans tous les cas, en tout cas, il s'agit de ramener l'immanence, c'est-à-dire de reconnaître une forme de sacralité qui est à l'œuvre dans la nature elle-même et qui fonde un respect à son égard, qui va motiver l'engagement écologique. Et par extension, cet accent sur l'immanence induit également une spiritualité qui va inclure les corps, la sexualité, et l'enjeu étant en quelque sorte de réenchasser le sacré dans la matière plutôt que de le penser dans un ailleurs transcendant. Alors l'analyse des cadres conceptuels patriarcaux révèle un deuxième élément fédérateur pour la spiritualité écoféministe. Il existe un lien symbolique entre le rejet de l'immanence et le rejet des représentations féminines du sacré qui est caractéristique, là encore une fois, des religions patriarcales. Au fond, androcentrisme et transcendantalisme ont tendance à aller de pair. Et donc ramener l'immanence, c'est donc aussi ramener des représentations féminines du divin qui peuvent prendre alors les traits de la grande déesse pré-patriarcale, mais aussi de la symbolique de Gaïa ou de la terre-mère dont parle Caroline Marchant, ou encore dans la zone andine de la Pachamama par exemple. Mais ces représentations peuvent également prendre les traits d'une dieu écrite avec l'écriture inclusive, en voulant dire par là que le divin peut être symbolisé au masculin ou au féminin. Dans les deux cas, et c'est mon avant-dernier point caractéristique de cet écuménisme profond dont nous parle Rutter, l'accent est fondamentalement mis sur le mystère, l'innommable, et la démarche prend les traits d'un exercice de type fondamentalement apophatique. Il ne s'agit pas de remplacer une idolâtrie, donc celle d'un dieu mâle, père et seigneur, par une autre, celle d'une déesse, mère et porteuse et donneuse de vie. Mais, comme l'affirme Marie-Judith Ress, la spiritualité écoféministe peut être caractérisée, et ici je la cite, comme la recherche de nouvelles images plus appropriées à la façon dont nous ressentons aujourd'hui le grand mystère qui nous entoure. Alors, dernier point, cette spiritualité qui met l'accent sur l'immanence a également pour caractéristique de se présenter finalement comme une forme de dépassement du dualisme humain-nature, qui lui-même est pensé comme chevillé à un dualisme plus ancien, qui est le dualisme matière-esprit, et qui nous voue, et je cite ici Diane Linder qui commente Plumwood, à réduire conceptuellement la dimension animée de la nature et la dimension matérielle de l'humain. Donc en mettant l'accent sur cette énergie qui pénètre, crée et soutient le corps physique, tout en se mouvant dans nos émotions, nos sensations et nos pensées, et ici c'est des mots que je reprends chez Starhawk, la spiritualité écoféministe suggère un dépassement du dualisme, pas par une naturalisation, ni par un tout à la culture, c'est-à-dire tout est construction sociale.
Alors, que nous apportent ces réflexions éco-spirituelles pour affronter la sidération ou le désespoir face aux temporalités de l'écologie? Premièrement, très pragmatiquement, ce recours au spirituel alimente donc le pouvoir du dedans. Et ici, nous dit, je cite Starhawk, « Si je n'avais pas eu une base spirituelle pour mon activisme, si je n'avais pas eu de pratiques régulières qui renouvellent mon énergie et mon sens de l'espoir, et sans une communauté avec qui il est partagé, j'aurais pu succomber depuis longtemps à la frustration et au désespoir. » Mais pourrions-nous dire, nous dont l'esprit est bien aiguisé sur la pierre du rationalisme moderne, ce recours au spirituel ne nous libère-t-il pas de la sidération par l'aliénation ou l'auto-illusion ? Ne nous libère-t-il pas du désespoir par la fuite dans un arrière-monde, fût-il immanent? Alors j'ai évidemment pas de réponse ultime à cette question que je vous propose de laisser ouverte. Mais ce que je peux dire, c'est que la spiritualité écoféministe ne se présente pas elle-même uniquement comme une croyance privée, comme un ensemble de convictions qui donnent du courage, même si l'incapacitation qu'elle génère est effectivement vue positivement, quoi. Elle est au contraire souvent présentée comme une aspiration universelle, une dimension incontournable de l'existence humaine, ensevelie par plusieurs siècles de sécularisation en Occident. Une part, nous dit Starhawk, de ce qui fait de nous des êtres humains ou humaines, a besoin de symboles, de mythes et de mystères, a soif d'une connexion à quelque chose de plus grand et de plus profond que notre vie routinière. Par ailleurs, les réponses données par les religions traditionnelles à cette aspiration posent question lorsqu'on les aborde par le double angle écologique et féministe. Le spirituel, donc dans le chef des écoféministes, doit faire l'objet d'un reclaim, c'est-à-dire d'une revendication d'une part, donc les écoféministes culturels s'affichent fièrement, mais aussi d'une réappropriation en dehors des cadres conceptuels oppressifs. À ce titre, on peut considérer que l'écoféminisme spirituel s'inscrit dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler une approche post-séculière, au sens où l'emploie Geneviève Fabry, dont je traduis un extrait du dernier ouvrage ici. Donc pas seulement une vision critique de la religion, mais aussi une vision critique de cette critique moderne de la religion. Alors une série d'arguments peuvent être recensés dans la littérature écoféministe en faveur de ce reclaim spirituel, tout en alimentant notre question de recherche, comment les écoféministes résistent-elles à la sidération. Donc un premier argument, on peut le trouver chez Carol Christ, qui met en avant l'importance non seulement psychologique mais aussi politique d'une resignification du sacré. Elle nous dit que les symboles religieux, au fond, créent les conditions psychologiques d'adhésion aux systèmes sociaux qui leur sont associés. Donc une part dans cet ordre d'idées de notre incapacité à engendrer la société écologique que nous appelons de nos voeux peut être interprétée comme le reflet de notre adhésion symbolique inconsciente à des univers religieux marqués par un mépris du monde et une délégitimation du pouvoir des femmes. C'est pourquoi, nous dit-elle, les symboles religieux ne peuvent pas véritablement être rejetés et ils doivent être en fait remplacés. Et c'est à ce remplacement qui touche les fondements symboliques de notre culture que s'attellent les écoféministes culturels, en se réappropriant, mais aussi en transformant la signification de cet imaginaire religieux. Alors, les deux arguments suivants sont tirés des travaux de Starhawk. Le premier souligne le danger que représente l'évacuation de la dimension spirituelle dans les cadres de la pensée politique qui se veut portée par un projet d'émancipation. Elle nous dit qu'en fait, la place laissée vacante, si ces cadres de pensée politique ne s'adressent pas à cette part spirituelle finalement, cette place laissée vacante sera comblée et risque de donner lieu à des réponses sociales et religieuses pouvant mener aux pires atrocités. Donc, si nous l'ignorons, donc ce besoin de connexion à plus grand, etc., nous dit Starhawk, eh bien les mouvements de répression s'approprieront le terrain et c'est précisément parce que cette référence au spirituel peut mener au pire qu'il est fondamental pour les écoféministes de la mobiliser au service d'un projet de libération. Alors, le troisième argument nous renvoie en miroir à un biais occidentalocentrique. Donc, l'éclipse du spirituel, nous disent les écoféministes, est un phénomène en fait extrêmement localisé. La plupart des peuples à l'échelle mondiale placent la religion ou la spiritualité au cœur de leur vision de la vie bonne et du vivre ensemble. Et jusqu'à un certain point, on ne peut pas comprendre leur rapport au monde et à la nature, abstraction faite de cette dimension spirituelle. Donc en la réintégrant comme catégorie valable de pensée, l'approche écoféministe permet à cet égard-là de tisser de nouvelles alliances avec les peuples pour lesquels la religiosité est centrale.
Et cette ouverture à des cadres herméneutiques qui intègrent la catégorie du sacré est présentée par Starhawk notamment comme une condition pour comprendre et soutenir le combat des peuples autochtones qu'elle considère être l'âme et l'inspiration du mouvement pour la justice globale. Le dernier argument est inspiré, au paradoxe, des travaux d'Isabelle Stengers. Pour comprendre la spiritualité écoféministe, il faut comprendre que l'attentisme dans lequel nous sommes pris, donc notre incapacité à fournir des réponses sociales adéquates face à l'urgence écologique, peut être interprété comme le reflet d'une forme d'emprise quasi religieuse ou magique sur nos esprits et nos corps par la religion du progrès, du capital, et vous l'avez évoqué également tout à l'heure, de la croissance, du rationalisme, du salut par la consommation. Donc le système dans lequel nous sommes pris fait ici figure lui-même de religion face à laquelle nos chiffres et nos alertes lancées depuis un demi-siècle sont restés au fond impuissants. C'est ce qui fait dire à Isabelle Stengers dans son ouvrage La sorcellerie capitaliste que nous sommes effectivement pris dans un système sorcier qui nous tient captifs. Y résister impose, je la cite, de retrouver, réinventer d'anciennes ressources dont la destruction et la disqualification a peut-être contribué à notre vulnérabilité. Et c'est à cet endroit que l'univers sémantique, qui par ailleurs peut être jugé fantasque de l'écoféminisme néo-païen, sorcière, rituel, pratique de désenvoûtement, peut cesser de nous faire ricaner pour revêtir une forme d'intérêt politique. Alors, le dernier point que je voudrais aborder pour penser à partir de l'écoféminisme un dépassement de la sidération à laquelle nous confronte le choc des temporalités dans l'Anthropocène concerne, au fond, ici, on sort du registre proprement spirituel, mais la vision qu'on va trouver chez les écoféministes du changement social. Donc ici, en particulier, je ferai référence à Starhawk, Catherine Larère, Ines Tracking et Isabelle Stengers. Donc, le constat initial présenté en introduction est le suivant. Nous nous sentons en même temps impuissants et terriblement responsables. Nous pouvons nous engager à notre échelle, mais c'est insignifiant, à l'aune d'une métamorphose sociétale radicale que nous percevons comme nécessaire. Alors, face à ces contradictions, ces tensions paralysantes, l'invitation qu'on peut formuler à partir de l'écoféminisme, c'est premièrement celle de cultiver ce qu'elles vont appeler une espérance non utopique. Donc Catherine Larère nous le rappelle, il n'y a pas vraiment d'utopie au sens marxiste du terme dans l'écoféminisme. Il ne s'agit pas d'essayer de nous mettre d'accord sur un idéal ultime et de jauger nos actions présentes à l'aune de cet idéal. S'il y a un horizon poursuivi, donc il y a effectivement un horizon poursuivi, donc c'est celui de la mise en place, on pourrait le dire, comme d'un système favorable à la vie, de véritable liberté et d'abondance. Mais celui-ci est envisagé plutôt sous le prisme, pas tant de l'utopie, que d'une sorte d'espérance de fond qui est en réalité une espérance contrefactuelle, pour reprendre l'expression de Jorge Richman, et ici dans les mots d'Isabelle Stengers, une foi maintenue contre toute raison qui peut être formulée comme suit: la vie sera plus forte que les probabilités. Cette espérance ne nous voue pas, et c'est mon deuxième point, à l'inaction. Donc, si cette confiance fondamentale nous soutient, elle n'annule pas notre responsabilité, elle engage au contraire au plus haut degré notre action volontaire. Une volonté, nous dit Starhawk, qui prend le parti de la vie. Le sens de cet engagement est immanent. Donc, le souci pour le futur est ramené dans l'action présente. Il n'est pas envisagé sur le mode moderne de l'épargne. La révolution, nous dit Starhawk, est un processus vivant qui se produit maintenant. L'exercice de cette volonté demande un effort conscient qui vise au fond à honorer chacun des pas réalisés, même modestes et apparemment insignifiants, mais qui sont conçus comme autant d'éléments d'un écosystème finalement dont les éléments combinés engendreront organiquement, nous l'espérons, mais surtout nous le voulons, les métamorphoses culturelles attendues. Donc cette action volontaire, dont la justification est immanente, nous invite instamment, et c'est mon troisième point, à retrouver en nous, et je cite ici Ines Tracking, ce qu'il y a de plus profondément sensible et de plus profondément vivant. Alors elle dit ça dans un texte qui s'intitule « Si je ne peux pas danser, je ne veux pas prendre part à votre révolution ». Elle nous dit « Nous devons faire de la théorie comme nous faisons l'art, l'amour ou des bébés ».
dans la joie et la créativité, qui sont placés au cœur de ce qu'elle appelle une politique libidinale, qui est définie dans un sens très différent que le régime de l'immédiateté libidinale dont nous parlait Marc Hunyadi, qui est plus proche d'ailleurs de tes conclusions, Marc. Donc cette politique libidinale qui est l'émergence spontanée d'un amour de la vie au sein de l'arène publique. Par ailleurs encore, et c'est mon dernier point, cette révolution n'est pas pensée sur le mode moderne d'un affranchissement avec le passé. Et là, on retrouve en fait cette notion de temporalité dense ou épaisse d'Haraway, mais que reprennent Stengers et Zitouni aussi comme concept qui est propice pour analyser ce rapport au temps dans les écoféminismes. Donc ce présent épais qui est marqué par des résurgences du passé, qui n'est pas celui d'un affranchissement ou d'une coupure par rapport au passé, un présent qui est épaissi par des résurgences antérieures. Donc à l'instar du rapport au temps des peuples autochtones, et en particulier les apatistes auxquels Starhawk fait référence ici, l'action qu'on vient de mener appartient à cette temporalité qui n'oppose pas l'avenir et le passé. Elle se nourrit au contraire d'une histoire longue qu'elle relie et qu'elle se réapproprie, encore une fois ici sur le mode au fond d'un reclaim qui résume finalement pas mal le geste écoféministe. Alors pour conclure, je dirais que ce à quoi nous invite l'écoféminisme pour traverser la sidération, c'est, disons, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète, ce à quoi nous invite l'écoféminisme, c'est à revisiter ou à nous réapproprier des éléments que notre culture a quelque part laissés dans l'ombre. Ce qui a été invisibilisé ou méprisé devient ce qui aujourd'hui est mis au centre et peut nous réencapaciter. L'ombre de nos émotions refoulées, l'ombre des peuples colonisés, de leur culture, de leurs terres mises au service du capital et consacrées sur l'autel du progrès, l'ombre de la sphère reproductive invisibilisée par la sphère productive, l'ombre d'une nature réifiée, naturalisée, soumise aux mécanismes d'exploitation écocidaire, l'ombre de nos aspirations à une vie qui ait du sens et qui nous relie à plus grand que nous, qui ont été étiquetés finalement comme obscurantistes, l'ombre des corps aussi instrumentalisés par les exigences d'une accumulation sans limite, mais aussi l'ombre d'un sacré immanent ostracisé par les cadres théologiques transcendantalistes. Autant d'éléments qui ont été en fait historiquement associés dans les cadres conceptuels occidentaux aux femmes et au féminin et qui constituent les parents pauvres de l'histoire occidentale quelque part. Ils deviennent, sous le regard écoféministe, les ingrédients fondateurs d'une possible traversée de la sidération. Et ce geste écoféministe, tel que je le comprends en tout cas, pourrait être assemblé dans l'expression du psaume 118. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Cette intégration des ombres, je terminerai par là, elle est joyeuse parce qu'elle est libératrice et elle est même présentée jusqu'à un certain point comme un processus de guérison par les écoféministes qui mobilisent quand même pas mal ce champ sémantique de la guérison. Et elle est cette traversée, ce qui fondamentalement va nous permettre de passer de la sidération à la considération, pour reprendre cette belle formule de Marielle Massé, de la paralysie mentale et émotionnelle à l'action de faire entrer quelque chose en ligne de compte en cultivant le sens de ce qui importe vraiment, sans garantie de happy end. Voilà, je vous remercie.